You are very unscientific. If you can't prove it impossible, then how can you say it's likely that it's unlikely? Well, that's the way, that is scientific. It is scientific only to say what's more likely and less likely, and not to be proving all the time possible and impossible. On entend souvent dire que les sciences sociales ne sont pas comme les mathématiques ou la physique, parce qu'il n'y a pas de chiffres et parce que les vrais scientifiques ne font qu'observer des faits objectifs qui ne mobilisent pas leurs opinions. D'ailleurs, si la politique, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, se fonde autour de la notion de choix, comment alors prétendre faire de la science dans un domaine si clairement exposé à la morale, aux opinions et aux préférences subjectives? Bienvenue sur le Labopol. Chacun a évidemment sa propre définition de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas. Et c'est bien là le problème. On va essayer d'explorer ensemble quelques-unes de ces définitions pour essayer de se mettre d'accord. Le plus souvent, on résume d'abord la science aux connaissances considérées comme vraies. C'est ce qu'on appelle parfois la vérité scientifique. Mais si Einstein a contredit Newton, est-ce que cela veut dire que Newton n'était pas scientifique? Autrement dit, est-ce qu'une théorie scientifique battue en brèche en devient moins scientifique? Non, évidemment. On met aussi en avant la méthode, la recherche rigoureuse des faits objectifs. Or, pendant plusieurs siècles, des monuments de l'histoire des sciences étaient des alchimistes enthousiastes, persuadés de pouvoir générer une pierre philosophale et pourquoi pas de devenir immortels. Peut-être pour dominer le monde des sorciers. La science peut être influencée par des biais cognitifs, des erreurs de jugement dont nous n'avons presque jamais conscience. Une science imparfaitement objective perd-elle alors sa qualité de science? Non, évidemment. On prétend parfois que la vraie science est neutre par nature, intouchée par les intrigues politiques ou les intérêts personnels. Elle serait le pur produit de la raison. Or, par exemple, les classifications des êtres vivants reposent sur des conventions arbitraires. L'être humain seul a décidé de séparer une espèce d'une autre sur la base de la longueur des ailes ou du nombre des pattes. Mais ces classifications évoluent constamment, au bon vouloir des chercheurs, qui leur donnent même des petits noms très personnels. La prétendue science des crânes, au XIXe siècle, ou l'affaire Lysenko, ont montré que des préjugés bien humains pouvaient défigurer les sciences dites exactes, et qu'au fond, les chercheurs en biologie ou en physique sont contraints de faire des choix arbitraires, éthiques ou politiques qui altèrent l'objectivité de leurs travaux. On ne peut donc pas faire de l'objectivité le critère de définition de la science parce que tous les chercheurs sont humains. Certains estiment encore que l'on devrait pouvoir reproduire les faits par des expériences. Mais on ne peut pas reproduire la crise du Crétacé-Tertiaire, qui correspond à l'extinction des dinosaures. Est-ce que cela signifie que la paléontologie n'est pas une science? Non, évidemment. Le critère de définition de la science est donc beaucoup plus difficile à déterminer que ce que l'on pourrait penser et varie considérablement au cours des siècles. De la mauvaise science ou de la science inexacte n'en est parfois pas moins de la science, du moins si elle respecte les quelques principes très généraux que l'on pourrait rassembler dans la définition qui suit. La science pourrait par exemple se définir comme un ensemble de connaissances, de méthodes et de modèles explicatifs acquis par la recherche rationnelle et contradictoire des faits. Ce n'est pas tout de rechercher les faits et les lois qui gouvernent le monde. Il faudrait idéalement expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles et s'exposer à la contradiction. Une hypothèse, en effet, ne peut espérer devenir une théorie qu'à partir du moment où elle s'est confrontée au réel. Et là encore, plusieurs théories peuvent se disputer l'honneur de nous éclairer. Mais alors, est-ce que la science politique correspond à cette définition? Des connaissances et des modèles, la science politique en produit. Les Grecs distinguaient par exemple les différents régimes politiques, et la sociologie électorale permet aujourd'hui de comprendre les motivations des électeurs. C'est donc plutôt la neutralité des chercheurs en sciences sociales, et en sciences politiques en particulier, qui est régulièrement remise en cause.
La science politique répond pourtant aux principes fondateurs de la méthode sociologique, et en particulier aux maximes d'Émile Durkheim et de Max Weber. Le premier pense qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses, de façon dépassionnée. Le second a forgé le concept de neutralité axiologique. Derrière cette formule un peu compliquée, il s'agit tout simplement de distinguer le jugement de fait du jugement de valeur. Par exemple, on peut dire qu'une loi a eu des conséquences négatives sur une partie de la population. C'est un jugement de fait. En revanche, dans le cadre d'un travail scientifique du moins, on ne devrait pas dire que cette loi est mauvaise et qu'il faudrait rendre l'argent aux plus pauvres. Un jour, les bourgeois du monde entier seront obligés de mettre genoux à terre devant la puissance des peuples. C'est un jugement de valeur qui fait appel à des principes philosophiques, moraux ou même religieux. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Les sciences sociales se fondent sur du jugement de fait et non sur des jugements de valeur, ce qui peut être parfois très difficile. Par sa nature même, la politique est discutée par la plus grande partie des citoyens. C'est même le principe d'une république, où les choses en commun sont débattues par tous. Et au-delà de cette banalité, il existe alors une concurrence entre les opinions politiques de tout le monde et les analyses des chercheurs en sciences politiques. Quoiqu'ils soient en principe bien informés, ces chercheurs ne sont pas plus qualifiés que n'importe qui pour proposer les bons choix. Leurs travaux peuvent donc servir à donner des informations au grand public, mais ne sauraient imposer telle ou telle décision politique. Elle peut éclairer ou même conseiller, mais ne peut certainement pas commander. Comme dans toutes les disciplines scientifiques, il existe évidemment des mauvaises pratiques et de la mauvaise science. Il m'est souvent personnellement désagréable de constater que la science sert parfois de caution à des discours qui relèvent d'une opinion politique passablement argumentée. Les politistes sont des citoyens, comme les autres bien sûr, et la frontière est facilement franchie. Certains chercheurs ne font pas mystère de leurs objectifs politiques, quand d'autres font tout pour les étouffer. C'est une controverse qui est d'ailleurs commune avec l'ensemble des sciences sociales. Soit l'on considère que l'objectivité est impossible à atteindre, mais qu'il faut néanmoins tout faire pour la rechercher, en annonçant si possible ses propres biais potentiels. Soit l'on considère que l'objectivité est impossible à atteindre, là aussi, mais qu'il ne vaut pas la peine de la rechercher absolument, et l'on déclare directement sa couleur politique ou ses opinions en pratiquant une science dite engagée qui nous rendrait plus attentifs à notre objet de recherche. Bien que les liens entre université et militantisme aient été très souvent médiatisés, la réalité de la recherche en sciences sociales est bien différente. La grande majorité des travaux qui sont publiés en sciences politiques cherchent à prendre le plus de recul possible sur leurs objets. Abandonner la neutralité sous prétexte qu'elle est inaccessible, ce serait un peu comme abandonner la chirurgie parce qu'elle ne sauve pas tous les patients. Mais quelle que soit sa position personnelle, il n'existe pas de consensus en la matière. La science politique est une jeune discipline qui n'a pas encore atteint un degré de maturité nécessaire. La question reste donc assez ouverte. En tous les cas, une science politique, imparfaitement neutre, n'en est pas moins science. Et il suffit de se plonger dans un manuel pour en mesurer la froide et intimidante neutralité. The year 3434 of the Second Age, here follows the account of Isildur, High King of Gondor, and the finding of the Ring of Power. La science politique est bien une science, imparfaite comme toutes les autres sans doute, mais peut-être beaucoup plus consciente du prix et de la valeur de sa neutralité. C'est d'ailleurs mon espoir de vous le faire découvrir dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à bientôt sur le Labopol.